Hello YouTube, on se retrouve peut-être pour le dernier Sunrise. Voilà, parce que peut-être que le format va changer plus tard. Mais ce soir, on va parler d'un sujet grave intéressant sur lequel j'avais déjà fait un talk, qui sont les abstract syntax tree. Euh, et donc ce soir, du coup, on a pas mal de gens assez intéressants et on a notamment Antoine qui est avec moi, qui est avec nous plutôt, puisqu'on n'est pas que deux. Euh, donc Antoine, c'est un des, enfin pour beaucoup doivent déjà un petit peu le connaître un petit peu, mais c'est un des core collabs de notre Secure et je vais te laisser te présenter après Antoine, enfin de aussi te parler un peu de toi. Yes. Du coup, bonsoir à tous. Donc, comme le disait Thomas, donc déjà merci pour l'introduction. Donc, en effet, moi c'est Antoine. Je vais me présenter très rapidement, mais globalement, je suis software engineer chez TCM Labs. Et ça va faire quelques années maintenant que je vais être investi sur de l'open source, notamment au niveau de notre secure et tout ce qui va tourner autour de l'écosystème JavaScript et Node.js. Donc voilà, très content d'être parmi vous ce soir et passons tout de suite au sujet, très fameux sujet du soir qui est l'AST, Ouais. tout simplement. Je remonte un petit peu la première slide parce que je l'avais skippé à l'enregistrement. Donc pour YouTube, voici cette super première slide. Bon, il y a juste le titre, hein, Abstract Syntax Tree, vous n'avez pas loupé grand-chose. Et ouais, donc ouais, super content parce que Antoine, euh, il poste. Je pense que tu as un peu commencé avant de rentrer dans le vif du sujet. Je pense que c'est un sujet que toi, tu as un peu abordé un peu après moi, mais ça fait quoi? Ça fait 2 ans peut-être que tu es rentré un peu dans ces sujets-là aussi d'Abstract Syntax Tree, tu vois. Que ce soit justement avec nous en open source et tout. Donc c'est assez cool de t'avoir pour échanger autour de ce truc-là, quoi. Donc ouais, cool, Yes, cool, cool. yes. En effet, tout le plaisir est pour moi et comme tu le dis, c'est vrai qu'on va souvent retrouver des cas d'utilisation sur de l'open source. Donc yes, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis sur aussi ces sujets-là et que j'ai pu découvrir toute cette surface un petit peu atypique, on va dire, d'un langage de programmation, yes. Ouais, puis on peut dire aux gens, bon, après, même si, voilà, je sais que beaucoup me diront, mais Antoine, c'est un jeune, un junior, mais super strong, tu vois. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont pas non plus, enfin, on va le voir et on en discutera. Mais des fois, c'est des sujets qui font un peu peur. Mais en vrai, on peut quand même rentrer dedans et c'est un peu l'objectif aussi de pourquoi, tu vois, j'aime bien faire genre des genres de soirées comme ça, etc. Parce qu'en fait, ça peut être aussi accessible à des juniors. On a même Vincent qui est avec nous ce soir. Je sais qu'il a contribué sur JS X-Ray, il a fait des trucs et tout. Donc voilà, donc en fait, il n'y a pas forcément besoin d'être non plus un génie. Enfin, tu sais, d'avoir 10 ans d'expérience derrière soi pour se dire, ouais, c'est bon, je peux attaquer ce sujet-là. Et c'est pour ça que je suis content aussi de refaire un truc ce soir avec toi, mais aussi avec les gens qui sont là et pour certains, déjà eu la chance de contribuer, l'opportunité, peut-être plus que la chance, que c'est peut-être un peu. Mais voilà, l'opportunité de contribuer sur des trucs comme ça, parce que c'est vraiment intéressant. Et du coup, une de nos premières slides, c'est forcément qu'est-ce qu'un abstract syntax tree. Donc forcément, ça parle déjà un peu de soi-même. On va le voir dans le schéma d'après, mais en fait, c'est un arbre, hein, tout simplement. Et ça va permettre effectivement quand on a un langage ou un code source, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être très très vaste, ça peut être des fichiers de config, enfin, parce que quand on parle de langage, évidemment, c'est pas forcément que JavaScript ou que Rust, ou ça peut être aussi du YAML, ça peut être du JSON, ça peut être plein de choses en fait, hein. C'est à partir du moment où on a un format structuré par une grammaire ou par des règles, en fait, on peut très bien réfléchir et travailler autour de justement comment on construit à partir de cette grammaire et de ce source code, on construit un arbre, quoi. Et donc, bon, là, c'est expliqué en français, donc je vais pas forcément tout relire, mais voilà, représenté sous forme d'un arbre, la ST agit en tant que structure de données intermédiaire qui permet d'exprimer les relations entre les différents éléments du code source d'un langage donné, tu vois. Et je passe direct à là, parce que on va dire que c'est peut-être la slide. J'allais dire, j'ai ma caméra qui bouge, qui gêne un petit peu le titre de la slide, ça j'avais pas prévu, mais il y a marqué juste exemple JS à droite. Euh,
Et donc globalement, bah, pour un code, typiquement ce qu'on peut voir par exemple si on prend du JavaScript, quand on fait un const foo égale 1 plus 2, bah effectivement en fait on va pouvoir représenter en fait notre arbre donc comme ça avec une structure qui descend de gauche à droite. Et donc on va bien avoir donc un nœud qui s'appelle la déclaration de la variable. Et donc là, je le représente tel que moi je le connais en JavaScript, mais évidemment en fonction du langage ou etc., d'un pseudo-langage, on aurait quelque chose de. Enfin, voilà, il y a plein de façons de le faire aussi, hein, parce que je sais que dans certains langages, moi, il y a même en fonction des spécifications, etc., il y a plein de façons d'écrire ces arbres-là. Il n'y a pas des règles forcément prédéfinies à l'avance pour tout ça. Il y a vraiment tout un tas de façons de l'écrire et de le représenter. Mais globalement, JavaScript, ça va s'identifier comme ça. Donc là, on voit que l'identifiant à gauche est fou, qui correspond bah, forcément sur la droite, l'expression de droite, bah, qui est une binary expression. Donc là, en l'occurrence, avec l'opérateur plus, donc une addition. Et on va voir que bah, cette binary expression, elle a deux opérants d'une gauche et une droite, qui va être, bah, là, en l'occurrence, sur JavaScript, deux littérales qui sont un et 2. Et donc ça, bah, euh, ça, c'est vraiment, en fait, c'est super pratique quand on aura besoin, justement, après, dans les exemples qu'on va donner, de travailler, enfin, en tout cas, d'itérer, de travailler avec ces structures-là, quoi. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, n'hésite pas si. Non, mais yes, en effet, je pense que tu l'as très bien résumé. Il faut simplement avoir en tête pour l'instant que c'est une structure de données qui a pour vocation simplement de représenter en fait le code qu'on va écrire, quel qu'il Ouais. soit, hein, comme tu le disais avant, que ce soit du YAML, que ce soit du JavaScript, du Python, tous ont une représentation justement qui peut être justement projetée sur un AST. Et donc l'idée, c'est simplement voilà, d'avoir ce concept en tête qui est un ensemble de références de votre code qui permet de justement de l'exprimer. De l'exprimer très simplement, d'exprimer toutes les relations de tous les éléments de votre code. Voilà, Mm. pas plus compliqué. Et du coup, bah, ça fait un peu, bah, ce que tu dis, ça fait un peu la transition justement sur quels sont les objectifs un petit peu en fait de cet AST. C'est donc là, je me retrouve encore à relire, mais bon, forcément réduire l'encombrement syntaxique en retirant toutes les informations qui ne sont pas utiles à l'analyse. Donc typiquement dans un AST, et je crois que dans mon premier talk d'ailleurs, je fais la différence entre AST et j'ai oublié, c'est CST, je crois, l'autre concrète Ouais. syntax tree. Où typiquement là dans l'AST, on va par exemple, on n'aura pas les éléments de, par exemple, les points-virgules ou enfin vraiment tous les éléments éventuellement de syntaxe, genre les espaces par exemple, si on fait un ou deux espaces entre un opérateur et un littéral, bah, c'est des informations qu'on va perdre, mais c'est des informations qu'on veut éventuellement ne pas garder parce qu'ils ne sont pas utiles éventuellement à l'outil qu'on va construire. Typiquement, qu'on ait un ou deux espaces, en fait, ne changera pas comment dire, tu vois, le fonctionnel en fait de ce que l'arbre essaye de nous dire, quoi. C'est que un plus 2 que tu aies mis un ou deux espaces, ça fera toujours un plus 2, quoi. Il n'y a pas de. Mm. Il y a pas, il y a pas, en fait, ça n'aura pas d'impact. Mais c'est vrai que des fois, on peut s'intéresser à ce CST, peut-être pour des outils comme ESLint ou des choses comme ça, ou enfin des outils qui vont peut-être avoir ce besoin de conserver en fait bah, tous ces éléments-là en plus des AST qu'on est déjà en train de voir là, enfin de la structure qu'on est déjà en train de voir, de garder tout ça puisqu'on va peut-être avoir besoin d'agir sur tous ces éléments-là. Donc ça peut être aussi intéressant à creuser. Mais bon, là, les gens ils peuvent peut-être aller revoir aussi mon talk que j'avais fait à l'époque, qui était pas mal. Enfin, j'étais rentré plus en détail sur tout ça. Là, ce sera pas forcément l'objectif ce soir. Enfin, je vais pas reparler, on va pas reparler de ça, mais voilà, ça peut être intéressant, quoi. Deuxième point qui est agir en tant que représentation simplifiée et optimiser du code source spécifique à un langage. Bah forcément, bah on peut. Enfin, ce qui est assez cool du coup, et ça, je pense peut-être qu'on en reparlera, etc., dans les outils, mais du coup, forcément, on peut générer un arbre et éventuellement, à partir de cet arbre-là, bah, c'est plus facile aussi éventuellement, bah, d'optimiser les branches de cet arbre, du coup, parce que je pense que cette phrase, c'est un peu ce qu'elle veut dire, c'est que du coup, bah, là, maintenant qu'on a une structure bien définie avec des branches, etc., bah, on peut éventuellement voir des branches qui sont redondantes ou des choses qui peuvent être optimisées dans notre modèle avec les branches et éventuellement, bah, entre parenthèses, refactoriser. Enfin, je sais pas si refactoriser c'est le bon terme dans ce cadre-là, mais optimiser l'arbre, etc. Et je pense que c'est pas mal ce que font bah, notamment
les compilateurs, enfin si on prend peut-être des V8 Engine, etc., il y a vraiment, je pense, pas mal optimisation de ce genre-là, quoi. Élimination de code mort ou des choses comme ça, quoi. Euh, Yes. des branches qui n'amènent à rien, en fait, ou des choses comme ça. Agir, donc après, le troisième point qui était agir en tant que structure intermédiaire et standardisée sur laquelle l'ensemble de l'écosystème peut s'appuyer. Donc ça, c'est ce qu'on verra un petit peu. On abordera d'autres sujets qui sont l'aspect ES3, etc. Mais forcément, d'avoir un format, quelque chose de spécifique sur lequel bah, on va pouvoir construire tout un tas d'outils qui vont bah, interopérer entre eux, éventuellement se mixer entre eux, etc. Enfin, mais en tout cas, d'avoir un format qui nous permet de faire sans... parce qu'évidemment, bah, c'est compliqué sans ça. Bah, on se retrouve tous à itérer sur des chaînes de caractères, à faire des expressions régulières et ces choses-là. Et ça scale pas très bien, généralement. Et il y a toujours un tas de problèmes avec ça. J'en parle aussi dans mon premier talk, que c'est ce que j'ai... au début, quand je m'attaquais, j'avais essayé de faire un langage et j'avais fait ça avec des expressions régulières, etc. Donc j'ai un peu, on va dire, un petit peu l'expérience, je l'ai vécu le truc. Ça, c'est bien au début, mais au bout de quelques semaines, ça devient un peu compliqué. Donc ouais, super important et ça permet bah, de développer tout un tas d'outils autour de tout ça, quoi. Et donc là, AKA, in fine, l'écosystème, surtout dans un écosystème comme JavaScript où il y a vraiment énormément de cas d'usage et énormément de choses, donc forcément standardiser, ça devient super important, quoi. Si tu veux, je te laisse un peu parler, Antoine. Je- Tu peux. Celle-là, je Yes, pense bah, que. je peux prendre le relais sur cette Vas-y. slide, hein, comme ça, t'as le temps de boire N'hésite. un petit coup. Exactement, n'hésite pas. Ouais, t'as totalement raison en plus. Yes, donc en effet, maintenant qu'on a parlé un peu des objectifs principaux d'un AST, on peut commencer à se poser la question, ok, mais en fait, comment on arrive à cette structure intermédiaire-là? Quel est le processus pour arriver à générer cette représentation du coup de votre code? Donc vous, en partant du principe que voilà, vous avez un éditeur de code, vous écrivez du code dans cet éditeur de code. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui doit se passer? Quel processus doit rentrer en ligne de compte pour justement transformer ce code-là et générer l'AST correspondant? Donc globalement, on peut réduire ça à deux étapes, grosso modo. Donc typiquement, ça va être la première étape, l'analyse lexicale. Donc le but de cette analyse, ça va être de générer en fait une représentation très précise en fait de votre code en utilisant des chaînes de caractères compressées, en utilisant des arrêts pour représenter typiquement une fonction, ce genre de choses. Et c'est la simplicité en fait par laquelle le parseur va générer en fait l'AST, c'est qu'il aura une chaîne un petit peu prédéfinie, une représentation déjà modifiée de votre code qui va lui simplifier en fait cette étape de transformation là. Donc typiquement en fait cette étape là, ça va être réalisé par un lexer aussi qu'on peut substituer à un tokenizer. Typiquement l'étape ça va être de générer à partir de votre code source brut, donc celui que vous écrivez dans votre IDE, donc à partir d'un fichier texte. Globalement, ça va être de générer des tokens donc, qui vont représenter typiquement une fonction, deux fonctions, trois fonctions, etc., des constantes. Et à partir en fait de ces tokens-là, on va avoir la deuxième étape qui prend le relais, qui est en gros l'analyse syntaxique. Et le but, c'est de réagréger et en fait de réutiliser les tokens qui ont été émis pour reconstituer toutes les relations en fait entre tous les éléments du langage. Donc typiquement, une fonction qui à l'intérieur aura des constantes, qui aura une autre fonction à l'intérieur, etc., etc. Et en fait, on va recréer tout ce scope un peu syntaxique en fait qui existe au niveau du langage de programmation. Et l'idée, c'est que à partir justement de ces informations-là, on va commencer à pouvoir générer du coup la structure d'arbre, donc qui est l'AST. À partir des informations qu'on a réussi à récupérer au niveau du code source, on est en capacité de générer du coup toutes les relations qui existent entre tous les éléments de notre langage. Et donc au niveau de la première slide ouais, tu voulais dire quelque chose, Thomas? Et j'allais dire ça, c'est super intéressant. Et j'allais dire, parce que bon, moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai déjà fait à plusieurs reprises pour le coup. Et j'avais envie de dire aux gens, ceux qui nous regardent, c'est des chantiers qui sont super intéressants en tant que développeur pour votre compréhension. Typiquement, on parlait de Lexer slash tokenizer. C'est des chantiers qui sont grave intéressants à expérimenter. J'ai même éventuellement un petit exercice que je mettrai peut-être en description de la vidéo. Du coup, j'ai un challenge en Node qui consiste justement à implémenter un Lexer slash tokenizer
qui est très simple, hein, qui est en fait lire un fichier de config qui est bidon et de parser, etc. Et en fait, je trouve que c'est un exercice qui est vachement sympa et ça permet aussi de rajouter à la compréhension d'éventuellement plus tard, si les gens veulent creuser, tu vois, notamment le lien, quel lien, parce que tu parlais d'analyse syntaxique, etc. Et tout ça, ça a un lien aussi pas mal avec tout ce qui est grammaire, tu vois, justement, pourquoi on crée une Mm. grammaire dans un langage. Typiquement, quand ça devient un peu sérieux, c'est-à-dire quand c'est un truc un peu bidon, bon, on peut un peu se passer de grammaire au début parce qu'on fait un truc un petit peu, voilà, c'est pas super, c'est pas non plus forcément le truc le plus vital. Mais effectivement, si vous recodez un langage genre JavaScript, ça devient très difficile de se passer d'une grammaire. Mais du coup, la grammaire nous donne vraiment toutes ces pistes-là, justement, quand tu disais on est dans une fonction qui va machin, tout ça. Et en fait, la grammaire nous permet de comprendre aussi tous ces liens-là, comment on va devoir construire, en fait, qu'est-ce qu'on va devoir retourner dans notre tokenizer. Et justement, après, dans l'analyse syntaxique, comment on va devoir, quel élément passe en premier. Est-ce que si le truc arrive avant un autre, en fait, on claque une erreur parce qu'il y a un problème syntaxique, tu vois. Et derrière, bah, du coup, avec tout ça, bah, à la fin, quand tout est bon, bah, on se retrouve avec notre AST, quoi. Et ça, vraiment, si vous avez l'opportunité, franchement, creusez-le parce que ça vous donne, enfin, ça, tu sais, ça te donne cette compréhension en plus de quand tu lances ton programme, tu te dis, ouais, il se passe ça en arrière-fond, tu vois. Enfin, ça t'aide grave après, justement, bah, enfin, pour ceux qui veulent aussi bah, travailler un petit peu sur ces aspects-là, tu vois, ne serait-ce que comprendre un peu tout ça, bah, ça t'aide grave en fait en termes de compréhension, de culture générale et tout, tu vois, c'est un peu comme tout après, quoi. Creuser un petit peu de comment, de qu'est-ce qu'on utilise tous les jours, comment ça fonctionne, quoi. Mm. Et je trouve que c'est une des bases et c'est pas si compliqué que ça, c'est ça qui est cool. Enfin, tu vois, évidemment, si tu crées un langage, c'est compliqué. Là, faut être honnête. C'est loin d'être un exercice simple, mais tu vois, pour des petits fichiers de config ou des petites choses, tu vois, des petits exercices, les concepts peuvent se voir. Vous pouvez le faire en JavaScript, hein, vous n'êtes pas forcément obligé de faire ça en pur C. Ou je ne sais quoi. Enfin, si la performance n'est pas votre objectif, en JS, ça marche aussi très très bien. Et c'est vachement cool, quoi. C'est comme petit chantier, Mm. quoi. Voilà, Yes. j'ai pris beaucoup de temps de parole, mais je trouvais ça Non, parce important. que de- tu complètes bien. En fait, l'idée, c'est vraiment que, en fait, ces outils-là, vous vous rendiez compte qu'en fait, c'est des choses qui vont être utilisées au quotidien. Donc, typiquement, quand on parle d'analyse lexicale et syntaxique, quand vous allez faire une erreur de syntaxe dans votre code et que vous n'arrivez pas à exécuter votre programme, en fait, typiquement, ça va être le job du parseur de déterminer est-ce que dans la grammaire en fait qui vous est offerte au niveau du langage de programmation, est-ce que c'est correct? C'est-à-dire, est-ce que le langage que vous essayez d'exprimer est correct, est syntaxiquement correct? Et donc c'est là où typiquement vous allez avoir dans votre IDE une virgule qui va être surlignée en rouge ou une fonction qui va être surlignée parce que vous avez fait une typo dedans, etc. Et donc c'est là où c'est intéressant de comprendre qu'en fait déjà dans l'outil que vous allez utiliser au quotidien, il y a déjà tous ces éléments qui directement rentrent en compte en fait et qui vont Ouais. vous aider sur plein de choses, sur la façon d'écrire du code, vérifier que voilà, vous écrivez pas n'importe quoi. Ça, c'est déjà en fait, il y a déjà du parsing et il y a déjà ces étapes-là qui entrent en ligne de compte. Yep, yep, yep. Ouais, non, c'est vachement cool. Du coup, ouais, la next slide, c'est effectivement, c'est une que j'avais déjà dans mon talk d'origine et que j'aime bien aussi, qui est justement, on parlait pas mal de ça à travers la slide justement d'avant, qui était notre partie analyse lexicale puis syntaxique. Euh, et donc finalement, donc dans l'architecture, on va dire globalement, parce qu'après, bon, il y a plein de compilateurs qui sont globalement différents. Donc là, on vulgarise énormément, évidemment, parce qu'après, en fonction des compilateurs, il y a plus ou moins d'étapes, plus ou moins compliquées, etc. Mais globalement, c'est ça. On a un lexer tokenizer qui va nous sortir des listes de tokens. On va se retrouver donc avec un parseur qui va justement prendre tous ces tokens et faire tout un tas d'analyses syntaxiques, etc. pour générer un syntax tree, donc un abstract syntax tree. Et tout ça, ça va passer généralement, enfin typiquement tu prends V8, ça va passer encore dans un translator qui va transformer éventuellement cet arbre en fait en bytecode. Et puis ce bytecode, en fait, après, derrière, il va être interprété. Et pour être éventuellement encore, enfin, tu vois, être encore, là, pour le coup, converti en code natif pour aller super vite. Donc, généralement, bon, c'est là où les compilateurs modernes, si vous y intéressez, c'est quand même des beautés de. Enfin, je veux dire, c'est des chantiers, c'est pas des petits trucs, quoi. Il y a du boulot dedans. Euh,
mais du coup, la plupart du temps, ça fonctionne comme ça, quoi. Entre ces plusieurs étapes, évidemment, vous pouvez avoir des étapes intermédiaires. On peut soit optimiser la ST, soit ça va être plutôt peut-être sur la couche bytecode qu'il va y avoir des optis. Mais globalement, bah, pour se représenter, bah, effectivement, dans la plupart des langages ou des choses que vous allez exécuter, même si vous ne le voyez pas, bah, il y a probablement un arbre, c'est un abstract, enfin un arbre quelque part qui soit n'importe quoi, syntaxique ou quoi, mais il y en aura probablement, c'est juste que vous ne les voyez pas, quoi. Yes. Puis en effet, là, c'est vrai que sur le schéma, on voit bien que la place du syntax tree, c'est d'être justement intermédiaire par rapport à d'autres étapes, Ouais, typiquement translator. Et c'est en ce sens que c'est important d'insister sur le fait que c'est juste une structure intermédiaire. Au final, la ST en tant que ouais. telle n'a pas vraiment de finalité. C'est-à-dire que le but, c'est juste de servir à un instant T de représentation intermédiaire du code. Mais la finalité, pratiquement tout le temps d'un AST, c'est d'être transformé vers quelque chose d'autre, que ce soit vers un autre, un autre type de langage de programmation ou vers une syntaxe plus optimisée du langage de programmation, ce genre de choses. Mais c'est en ce sens que c'est intermédiaire. Ouais, en fait, c'est ça, ouais, c'est un bon outil intermédiaire parce que ça va vraiment à mi-chemin de permettre de faire pas mal d'optimisation, pas mal de choix, ou voire même pas mal d'analyses et de choses en amont pour après effectivement retomber éventuellement dans quelque chose, soit le code directement, parce que je suppose que certains compileurs doivent pas éventuellement passer vers du bytecode, ils doivent, enfin tu vois, après je connais pas toutes, toutes les architectures, mais en l'occurrence, effectivement, dans le cadre de V8, bah, on va repartir très vite sur du bytecode. Et bon, après, on pourrait parler de cette partie-là, mais ce serait un autre talk à part entière, probablement. Mais voilà. Il y a Mais probablement chaque étape qui mérite un talk là en fait. Chaque flèche le mérite. exactement, tu vois. Et j'ai peut-être même pas sûr qu'un seul suffirait, tu vois. Parce que bon, en fonction de quoi on s'attaque, ça peut être compliqué. Mais globalement, on va dire que dans l'ensemble, c'est ça. Et effectivement, on va souvent parler V8. Je sais que bah voilà, typiquement, on parle d'IR, donc Intermediate Representation. Donc voilà, on est vraiment quasiment au centre en fait du truc, quoi. On est au centre du processus et ça sert vraiment en intermédiaire pour passer entre deux étapes, quoi. Du coup, comment utiliser, voire même générer hein, un AST. Nous, on va s'intéresser forcément à la partie JavaScript, puisque bon, nous, on est quand même majoritairement des devs JavaScript, etc. Mais éventuellement, dans vos langages, si vous travaillez dans un autre langage, il est fort probable que vous ayez des formats ou des spécifications qui existent dans le langage en question. En JavaScript, on a une spec qui s'appelle ES3 qui est quand même vachement importante parce que justement, cette spec, elle va définir un format de l'arbre. Et c'est cool parce que quand on verra, quand on utilise un petit peu des outils, bah, on aime bien avoir les mêmes formats parce que sinon, vous travaillez avec un outil puis un autre. Et puis en fait, les deux formats sont pas compatibles. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour l'écosystème, c'est bien parce que sinon, on se retrouve, bah, tout le monde se retrouve à réinventer un peu la poudre, à créer des moulinettes aussi pour passer d'un format à un autre. Ce qu'on veut probablement pas, généralement, quand on manipule des AST, bah, soit on essaye de faire des outils qui vont vite, qui vont faire des choses relativement rapides, donc on n'a pas envie d'avoir une moulinette qui va transformer un format en un autre. Ce serait une perte de performance incroyable. Donc généralement, voilà, tous les langages ont au moins une spécification avec un tas d'outils enfin, qui s'adaptent à cette spec pour que tout le monde se dise ouais bon, on se met quand même plus ou moins d'accord quoi. Donc voilà un consensus voilà, qui va servir à l'écosystème. Et on le verra juste après, enfin quand je quitterai un petit peu les slides, on a un outil qui s'appelle AST Explorer qui marche, d'ailleurs AST Explorer je pense marche pour plein de langages, etc. Tu vois, donc ça doit être un outil, c'est un outil un peu universel et c'est un outil, c'est la vie. Enfin, généralement quand vous travaillez avec des AST, quasiment tout le monde vous recommande d'aller dessus pour naviguer dans votre arbre, etc. Enfin, c'est vraiment un truc moi, au début, j'étais un peu stressé par tous ces trucs d'AST. J'ai découvert AST Explorer, ma vie a changé, quoi. Genre, j'étais en mode, waouh, c'est trop le feu, ce truc-là. Donc ça, c'est le truc qu'on va voir aussi un petit peu après, quoi. Et Yes. les exemples qu'on abordera aussi bah, juste après, on va parler bah, justement dans quel contexte on peut utiliser un AST. Donc, bah, typiquement, on peut utiliser en analyse de code. Donc, nous, on va forcément, parce que nous, on maîtrise ces choses qu'on a fait, mais on a JSX-Ray sur notre Secure et Scott, qui est un projet d'Antoine.
Donc, où nous, on utilise justement ces AST en fait parce qu'on veut détecter des informations dans le code, détecter des jointures aussi entre les fichiers pour prendre Scott, etc. Euh, Enfin voilà, en fait, on veut faire tout un tas d'analyses sur le code et donc c'est forcément, ça peut être aussi plus simple de travailler, en tout cas mieux scalé, de travailler avec l'AST plutôt que de travailler avec des chaînes de caractères parce que ça peut vite être enfin, ça peut être vite une galère d'utiliser les chaînes de caractères, comme on le disait tout à l'heure. Un autre cas, ça peut être de générer, de transformer du code. Donc, typiquement, je prenais Babel, par exemple, qui est, tu prends ton code moderne et tu dis, moi, j'aimerais bien compiler vers un navigateur qui a 15 ans de retard, tu vois, enfin, qui est dans 15 ans dans le passé. Et donc, typiquement, c'est ce que va faire Babel. Il prend votre code moderne et puis il se dit, ouais, alors en ES3, là, ou en ES5, il y a 10 ans, comment est-ce qu'on codait? Et donc, ils vont transformer votre code, etc., en un nouveau code, quoi. Et ESLint, c'est un peu la même. Vous avez une erreur, vous dites corrige-la moi tout seul. C'est plus ou moins ce qu'il va faire aussi. Il va traverser en fait l'AST à l'endroit où vous avez demandé de corriger et puis il va remplacer votre code. Je sais pas, rajouter un point virgule. Enfin, tu vois, j'ai plus tous les exemples de ce qui est possible en ESLint, mais il y en a plein. Mais globalement, et ESLint va utiliser ça aussi du coup pour l'analyse de code et vous déclencher les warnings, les choses comme ça, quoi. Typiquement, on disait des compilateurs source à source, genre TypeScript, typiquement, hein. TypeScript, quand il va générer et aller recompiler en JavaScript, forcément, dans tout ça, dans tout ce processus, vous avez aussi des AST. Et il y avait le quatrième exemple qui était qu'on m'avait soufflé à l'exemple à l'époque, qui était intéressant, mais qui était aussi étendre des fonctionnalités de JavaScript comme JSX par exemple, quoi. Je sais pas si tu avais d'autres exemples, d'autres trucs à rajouter. Non, je pense que ça couvre déjà un beau panel Ouais. de use cases, hein. On aura l'occasion de le voir avec les exemples concrets par la suite. Ouais. Du coup, tac, je switch un petit peu. Donc ouais, un des outils du coup qu'on vous parlait tout à l'heure, c'était AST Explorer. Je vais me mettre, tac, je vais fermer les slides. On est fini avec les slides. Je vais juste me mettre en full screen là-dessus. Du coup, AST Explorer, ce qui est vachement cool, enfin un des trucs, tu vois, tu me dis si ça a été pareil pour toi Antoine, mais moi un des trucs qui était dur au début, c'est la première fois que tu exécutes, tu vois, t'as un arbre qui est immense qui sort parce que en réalité les arbres, enfin tu vois, là on n'a pas beaucoup de code encore, hein, on voit sur la gauche on a une déclaration de fonction et généralement la première fois on se fait un peu avoir, on exécute sur genre un code je sais pas de 300 lignes, tu vois, pour voir et là, ça nous sort un truc énormissime et on se dit, mais what the fuck? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette magie, tu vois, ce truc-là on a plein de gisons partout, tu vois. Et on se dit, mais jamais je serais capable de faire quelque chose là-dedans. Et c'est là où ST Explorer, c'est cool parce que l'objectif, c'est pas de vous retrouver dans un truc de 400 lignes. En vrai, même moi, quand je prends un gison, vous me balancez un truc, vous me dites, ouais, qu'est-ce que tu vois comme code? Je vais te dire, j'en sais rien, là, tu m'as balancé un truc, j'arrive pas à voir, quoi. C'est compliqué de lire des gros gisons comme ça et de se rendre compte. Par contre, ce qui est cool avec AST Explorer, c'est qu'on peut prendre des petits morceaux. Par exemple, on va se dire, moi, j'aimerais trouver toutes les déclarations de variables. Et on peut aller naviguer, on peut en refaire une ici, let a égale 10. Et du coup, on peut regarder à droite comment il va m'avoir généré. Donc là, on voit que j'ai mon fonction expression, mais on voit qu'en fait, ça va me générer un body et qui va me refaire tous ces blocs-là, etc. Et du coup, je peux descendre dans cet arbre-là, éventuellement me dire, bon, en fait, tout ça, je m'en fous, j'aimerais quand même un exemple un peu plus simple, genre regarde-moi juste le let a égale 10. Euh, donc revoir comment ce truc-là fonctionne. Et ça, c'est vachement cool. C'est le truc qui est énorme avec. Bon, après, il y a aussi quelques options quand on a voilà, notamment les types K qu'on n'a pas. Enfin, parce que ça fait doublon à chaque fois les types K, donc on peut les éliminer. Donc ça rend un petit peu plus clair. Et donc ça, c'est vachement cool quand tu découvres ça. Tu te dis, ah ouais, donc maintenant, je sais que j'ai un pattern, un code que je veux vérifier. Donc je le colle dans ST Explorer, je regarde qu'est-ce que ça me génère. Et du coup, maintenant, je sais à peu près comment ce code va être généré dans un arbre, tu vois. Et tout de suite, c'est un petit peu plus simple parce on analyse des petits morceaux de code et pas des codes énormes. Enfin, tu vois, on regarde pas 300 lignes, tu vois, de code et on regarde pas le JSON et on se dit, ah,
ok, j'ai compris, tu vois. Tu vois, et c'est vrai qu'au début, c'est, je pense, un des trucs qui fait vraiment peur aux gens qui regardent ces trucs d'AST, ils voient des gros gisons et ils se disent ah ouais, c'est un truc de gourou, quoi. C'est un truc, ouais, ça, c'est les mecs qui sont super skillés, ils prennent ces gisons, ils te font de la magie avec, tu vois. Et alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Genre, même nous, tu nous balances un gison d'AST comme ça, on va dire ah, calme-toi, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Genre, on n'est pas des magiciens non plus, quoi. Genre. Et donc AST Explorer, tu vois, c'est le truc c'est l'outil qu'il faut connaître, quoi. Si vous voulez bosser sur un truc, si vous faites une feature, par exemple, sur un de nos projets, bah, c'est clairement un des outils que vous devez utiliser pour bah, naviguer, vous rendre compte, etc., quoi. Yes. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que typiquement, avec très peu de code, on a déjà une richesse immense en fait en termes d'expression de langage. Et donc c'est là aussi où on voit les subtilités et les différences au niveau d'un langage, par exemple entre let, const, var, ce genre de choses. On va Ouais. déjà avoir la possibilité en très peu de lignes de constater en fait la différence de représentation de notre programme. Et c'est là aussi où c'est très intéressant d'avoir ce type d'outil, puisqu'on on a du highlight sur les nœuds qu'on va survoler, on va pouvoir voir vraiment à quoi ça correspond. Mais après, il faut aussi partir du principe que c'est normal d'être un peu impressionné par cette syntaxe-là d'arbre, parce que typiquement, c'est pas une représentation qui a pour vocation d'être facilement lisible par l'homme. Hein. C'est pas du YAML, c'est pas, enfin, et encore du YAML, ça se challenge. Mais voilà, l'idée c'est pas forcément d'avoir une représentation très user friendly. L'idée c'est d'avoir une représentation exacte, complète du langage de programmation qui est utilisé. Et voilà, avec ce type d'outil-là, on a la possibilité d'isoler, comme le disait Thomas, des parties du programme et de commencer à progressivement rajouter de la complexité, rajouter de la diversité dans le langage en lui-même. Mais voilà, faut y aller incrémentalement et prendre le temps de comprendre que const et let ne vont pas avoir la même représentation en fait dans un arbre. Ce qui est totalement logique, mais ce qui au début peut être un peu peut-être un peu contre-intuitif dans le sens où en fait on se dit oui pour nous c'est une variable, oui mais en fait la différence syntaxique va avoir des répercussions en termes de fonctionnalité au niveau du langage, et donc oui que vous ayez un let ou que vous ayez un const, bah, le programme il va pas se comporter de la même manière. Et donc voilà, faut comprendre en fait que chaque détail a son importance, et en fait en ayant cette représentation live de l'arbre, bah, on voit que à chaque fois qu'on va modifier une petite partie du code, bah, que forcément la représentation change en fait tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc, Alors, si je passe de let à const, boum, bon là, des fois, il me fait des refresh entiers, mais on voit qu'effectivement, le kind ici, il change à chaque fois que je vais mettre à jour, quoi. yes. Donc là, boum, ça fait var, et donc effectivement, on peut se représenter. Et ce qui est vachement cool, effectivement, et moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est plus j'en faisais, plus aussi je me faisais une image du langage que j'avais pas avant, tu vois, parce que c'est ça qui est cool aussi avec cette représentation, parce que c'est vrai que le langage, bah, généralement quand tu es développeur, bah, tu ne l'imagines que par le seul moyen où tu le vois, c'est quand tu l'écris, et en fait le voir en AST, tu vois, le travailler en AST, bah, ça te permet aussi de te rendre compte, bah, typiquement, tu vois, te dire, bah, tu vois, quand tu fais un 10 plus 10, de te dire ah bah ouais en fait je me retrouve avec une binary expression qui va avoir une opérande à gauche, une opérande à droite. Tu vois, et ça peut paraître des détails qui sont anodins, mais en fait c'est super important dans le fonctionnement du langage. Et dans un de mes talks, un des Sunrise JavaScript, le premier, je crois que je parlais justement un petit peu, tu vois, du expression versus statement, tu vois. Et en fait, quand tu l'as en visuel sur l'AST, tu te dis, ah oui, en fait là, je comprends mieux, tu vois aussi les combinaisons, pourquoi et à tel endroit. Et donc, c'est peut-être aussi un des trucs qui peut être un peu dur au début, c'est qu'effectivement, il faut quand même un certain amour du développement et du code, hein, parce qu'évidemment, quand tu tapes des AST comme ça, bah, c'est quand même thème un minimum, quand même, je pense, programmer et le langage lui-même, tu vois. Mais c'est super intéressant, du coup, ça te donne une vision aussi du langage que tu n'as pas forcément. En tout cas, moi, c'est mon ressenti à moi, tu vois, que j'ai eu moi en me disant, ça m'a offert une nouvelle vision du langage, tu vois, où j'étais peut-être plus découpé justement dans la vision de l'arbre, tu vois un code, et tout de suite, je sais pas, tu te représentes peut-être la chose sous forme d'arbre avec des branches, et tu te dis, ah Hmm. ouais, là, j'ai mon côté gauche, j'ai mon côté droit, alors que
c'est pas forcément instinctif, tu vois, même quand tu as fait, je sais pas, 10 ans de programme, enfin, comme moi, tu vois, j'ai fait beaucoup de code, etc., mais c'était pas quelque chose qui était spécialement instinctif, même si je comprenais bien qu'effectivement, il y avait des expressions, des statements, tout ça, qu'il y avait, voilà, quand tu t'es pas débile, quoi, tu sais que 5 plus 3 machin, enfin, tu sais qu'il y a il y a des choses qui vont passer avant en fonction des parenthèses et tout. Tu le sais en théorie, mais c'est vrai que tu l'imagines pas forcément, t'as pas forcément cette abstraction, etc. Enfin, elle vient s'installer aussi quand quand tu commences les AST. Donc ça, je trouve, c'est un truc passionnant. Enfin, si vous en faites, c'est vraiment un truc passionnant. Et je pense que ça élargit aussi votre compréhension du langage, quoi. Bah, je pense que moi, ça m'a quand même apporté pas mal de choses, tu vois. C'était un peu mon ressenti à moi. Je sais pas, peut-être que, tu vois, on a quand même quelques-uns quand on fait un petit peu ici, que ce soit toi, Vincent, enfin Vincent et Antoine. Peut-être que voilà, il y avait eu peut-être un ressenti un peu dans le même sens, tu vois. Yes, bah enfin Vincent, je sais pas si tu voulais en parler aussi, mais moi de mon point de vue globalement, c'est que oui, ça aide et ça ouvre des perspectives totalement différentes sur la vision qu'on a du langage. Ça va se rapprocher, enfin ça va se rapprocher de la spec au final du langage en lui-même aussi. Et donc ça montre beaucoup plus comment le langage est exprimé, comment on agit en fait sur l'interprétation qu'il va y avoir après par la suite. Et donc forcément d'avoir au moins cet intérêt qui est de comprendre, c'est-à-dire de ne pas tout connaître, mais simplement d'avoir une idée au moins de comment ça fonctionne va être énormément bénéfique, déjà dans la compréhension des outils que vous allez utiliser, mais aussi dans la façon d'écrire le code et les approches que vous allez avoir par rapport à la syntaxe, par rapport à plein de choses. Typiquement, arrow function ou pas arrow function, en fait, vous aurez peut-être envie de vous dire, ok, est-ce que c'est très juste de vouloir utiliser une arrow function parce qu'en fait, au niveau du langage en lui-même, ça va être représenté d'une certaine manière au niveau de la ST, etc. Et cetera. Et en fait, après, vous pouvez avoir enfin, cette petite voix dans votre tête qui vous dit, ouais, mais en fait, il y a ça qui va être généré derrière dans la ST, donc est-ce que j'aurais pas plutôt envie d'avoir une autre approche par rapport au code, en fait, pour se rapprocher de quelque chose qui est syntaxiquement correct, en fait. Et donc, c'est au moins bien d'avoir cette curiosité et d'avoir en tête que ces spécifications-là existent et d'y jeter un œil, ne serait-ce que pour un petit exemple, comme le montrait Thomas. Après, voilà, de toute façon, que ce soit, je pense, pour toi ou pour moi, dès qu'on a besoin d'avoir spécifiquement, voilà, comment telle partie du programme va être représentée au niveau ST, on ne s'en rappelle jamais, on va devoir aller retourner sur l'aspect qui est stri, rejouer avec la ST Explorer, enfin, il y a rien de sorcier, vous avez une spécification et vous avez une représentation qui utilise cette spécification-là. Et après, vous pouvez simplement l'utiliser comme n'importe quel autre type de standard en fait qui exprime quelque chose. Donc vraiment le but c'est de démystifier un petit peu aussi tout ça. Comme là le montre Thomas, on a plein de segments en fait qui ont pour vocation de représenter des éléments du langage de programmation. Et une fois que vous savez qu'un littéral enfin, correspond à telle chose dans votre langage, bah, vous savez que typiquement quand vous allez parcourir votre AST, si vous cherchez à utiliser des literals ou les transformer, bah, c'est sur ça que vous allez vous appuyer en fait, tout simplement. Ouais, exactement. C'est là, un bloc littéral, bah, typiquement, on peut avoir dans la value, bah, on peut avoir des strings, des booleans, des nuls, des numbers ou des expressions régulières. Donc il faut si vous avez à gérer des cas, typiquement dans un outil, bah, il faut que votre outil soit filtre ces cas en fonction de ce que vous recherchez spécifiquement, etc. Et donc bah, toute cette spécification est vachement importante parce que c'est vraiment avec ça qu'on va aussi développer nos outils. Enfin, en tout cas, moi, j'ai énormément utilisé ça, de regarder, bah, j'ai besoin de rechercher telle chose, des block statements, par exemple. Bah, je vois, ah oui, ça prend un body enfin, qui va reprendre un statement, des choses comme ça. Et donc ça, on peut bah, derrière travailler avec spec pour être juste, avoir la garantie de bien maîtriser éventuellement tous les cas. Donc ça, c'est évidemment si vous faites un outil et que vous voulez pas vous retrouver demain avec un cas qui sort de nulle part et vous dites, bah, je comprends pas. Typiquement, bah là, tu vois, c'est un bon exemple, le return statement qui peut être à nul. Vous avez peut-être jamais prévu de vous prendre un nul. Et donc là, bah, ça peut vous déclencher une exception, etc. quand vous faites votre programme. Donc, bah, lire l'aspect ES3 qui est vachement important aussi. Enfin, la regarder. Et puis bon, on peut voir, enfin, c'est du genre du TypeScript-like un petit peu, hein. Globalement, ça veut dire que ça extend plus ou moins. En gros, c'est return statement, extend de statement. Donc on sait que en plus de ça, il faut quand même regarder statement
Voilà, en l'occurrence, statement, bon, ça étend de pas grand, enfin, ça réétend Node, donc il faut regarder l'interface de Node. Je crois qu'elle est en haut, voilà, et donc on dit bah Node ça a un type et ça a une location potentiellement, c'est-à-dire que ça peut être potentiellement quelque part dans le code. Donc la location, bah, c'est les colonnes, les lignes, quel caractère c'est, etc., quoi. Et donc donc voilà, c'est du pseudo TypeScript. Donc en fait, ça, c'est pas trop compliqué. Enfin, si vous faites quand même aujourd'hui un minimum de JavaScript, même sans faire spécialement du TypeScript, typiquement, bon, c'est quand même des choses que globalement, on est tous amenés plus ou moins à lire de manière générale. Même si voilà, après, forcément, si vous êtes vraiment junior, vous débutez complètement, bon, effectivement, c'est peut-être pas le premier chantier sur lequel se lancer, mais ça peut être quand même toujours intéressant, quoi. Ça reste en fait accessible, hein, parce qu'après, évidemment, tout à l'heure, par exemple, on parlait de fonction versus arrow fonction. Évidemment que si vous savez pas ce que c'est qu'une arrow fonction, ce sera un peu plus difficile. Mais il y a plein de choses aussi dans le langage, tu vois. Typiquement, moi, dans le langage, j'ai découvert des choses aussi à travers l'AST, tu vois. Enfin, des choses que j'avais peut-être déjà un peu vues, mais ça t'oblige à réviser, tu vois. Surtout bah, quand tu fais un outil qui analyse du code, forcément, bon, t'as pas trop le choix. Et il y avait des petits détails, etc., où j'étais pas trop rentré dans les détails de comment ça s'appelait, comment ça fonctionnait exactement dans le langage. Enfin voilà, il y a des choses aussi assez poussées. Et donc, même moi, ça m'a repoussé à redécouvrir aussi des fonctionnalités de JavaScript et à réviser des fonctionnalités de JavaScript parce que je me suis rendu compte qu'en fait, des fois, elles fonctionnaient d'une manière que je m'attendais pas. Typiquement, bah là, des fois, vous avez des switch cases, vous vous dites, tiens, un test, ça peut prendre nul. Bah, dans quelle situation c'est nul en fait? Peut-être que quand vous faites votre code, vous dites, mais j'ai pas l'impression qu'en fait je peux faire autre chose. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un cas que vous connaissiez pas et qui était complètement possible aussi, tu vois. Et c'est des exemples, tu vois, tu vois, moi, dans mon expérience, quand j'ai utilisé le truc, de me dire, mais dans quelle situation on a cette valeur-là, tu vois, en JavaScript, enfin, tu vois, et toi-même, tu sais pas, et t'es obligé, tu rouvres une doc et tu cherches, tu vois, des exemples de code où t'as un gars qui fait un truc un peu chelou, et tu te dis, ah ouais, on peut l'utiliser comme ça, tu vois, et puis là, tu te dis, ah d'accord, je comprends mieux pourquoi la représentation est dans l'aspect qui te dit ça. Et donc, du coup, bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, t'évolues en même temps ta compréhension du langage, en même temps que tu travailles sur tout ça, quoi. Donc, c'est vachement cool. Tac, tac, tac. Donc, déjà, on a déjà bien avancé. Un petit exemple euh, assez simple. Oh, je suis pas encore sur mon écran. Tac. J'agrandis un peu pour tout le monde. Est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui ont des questions, des remarques avant qu'on passe sur du concret, peut-être? Vincent, t'as tout compris. Après, faut coder des fonctionnalités, Vincent. Ok, bon bah, je crois que tout le monde est prêt à passer aux exemples concrets, donc c'est cool. Tout le monde Ouais. est Tout le un monde, tout le de monde la est ST. chaud. Ouais, bon, après, on fait une interro à la fin, hein. C'est, euh, tout le monde a une issue sur de l'open source et il faut coder. Euh, donc, ouais, ouais, un petit peu le concret en termes de lib. On va passer rapidement dessus parce que l'objectif, c'est pas forcément de rentrer dans un détail ultra précis. Mais globalement, pour travailler, on a besoin éventuellement d'une lib pour venir transformer en fait notre code source en AST. Donc il y a un tas de libs qui le font pour nous, hein, donc ne réinventez pas la poudre, enfin, sauf si vous avez envie d'inventer une nouvelle lib incroyable qui marche mieux que les autres. Mais il En y a du Rust. boulot. Voilà, il y a du boulot quand même, je pense, un petit peu. Mais ça peut être possible si vous êtes un fou furieux. C'est voilà, bienvenue. Euh, mais typiquement, moi j'utilise Meria. Je sais que Antoine, tu utilises Meria aussi, je crois. Mais Yes. globalement, c'est quand même une des libs qui est aujourd'hui qui est vachement complète, qui est compliant justement à l'aspect ES3, qui gère les nouveautés de JavaScript, etc. aussi. Donc, bah, elle est bien maintenue à jour, etc. Donc, c'est cool. Typiquement, bah, ça se passe juste on va aller lire notre fichier. Donc là, je récupère la string d'un code qui est celui-ci. Et je vais la passer tout simplement. Je lui dis, bah, tu me parses mon script. Et en retour, il va me fournir donc un résultat voilà, qui est ES3 programme. Donc ça, typiquement, pareil, là, il nous redonne un programme. Je peux retourner dans mon navigateur.
Je peux aller faire programme. Donc voilà, on sait qu'il nous retourne un programme. Donc typiquement, bah, là, on sait qu'il nous retourne voilà, type programme, body, qui est soit une directive ou statement. Donc ça nous donne, bah là c'est bien ce qu'on a en fait, hein, quand on regarde. On a éventuellement d'autres propriétés qu'on a vues qui étaient sur les nodes, etc. Donc bah, la location, etc. C'est des choses qui sont documentées. On peut les, notamment dans Meria, en fait, il y a des paramètres, hein, des fois qu'il faut passer, genre location, parce que par défaut, si vous ne demandez pas les locations, ils ne vous les donnent pas. Euh, les rows, c'est pour les strings, si je ne dis pas, les chaînes de caractères, si, enfin les littérals. Mais voilà, enfin, vous avez des options après que vous pouvez regarder dans la lib. Donc là, typiquement, vous prenez votre body et on va utiliser encore une autre lib. Parce que là, une des questions qu'on pourrait avoir aussi, bah, c'est comment on navigue, on traverse en fait, parce que c'est le mot-clé en fait que euh, ou walk pour marcher, on marche, on traverse un arbre. Donc généralement de gauche à droite, tu me reprends si je me trompe, Antoine. Mais, La mais ST, ça global, va être du depth first, donc ça va être en profondeur d'abord, tu vas tout au fond d'un nœud et ensuite tu remontes progressivement, quoi. voilà. Et du coup, on va utiliser, c'est pareil en fait, c'est assez simple. Là, la lib, on utilise S3 Walker. D'ailleurs, je regardais, il y avait, j'ai trouvé une autre lib qui est sortie très récemment parce que dans S3 Walker, ils ont des bugs là, ils les fixent pas trop. C'est un peu chiant. Mais globalement, bon, ça fait quand même bien le café. Et, euh, et typiquement, je pourrais on va commenter ça, on va voir directement. Mais en gros, à chaque fois qu'on rentre dans un nœud, bah, on peut afficher le nœud dans lequel on rentre. En fonction du nœud dans lequel on se trouve, évidemment, bah, ça va loguer pas mal de choses. Je vais agrandir ça aussi. Hop, tac. Comme ça, tout le monde peut voir. Donc là, typiquement, bon, ah, forcément, bon, on voit que ne serait-ce qu'un petit code avec, on peut se dire, vous voyez, enfin, on se dit, c'est pas le code le plus affreux de la vie, mais ce qu'on disait tout à l'heure, ça génère quand même beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est pour ça que quand ça sert à rien de regarder des trucs comme ça et de faire des yeux de hibou, il faut des fois analyser au cas par cas. Mais typiquement, là, on voit que ça va m'avoir généré chaque bloc les uns après les autres. Donc évidemment, ce qui est un peu compliqué, c'est quand on a un bloc qui en contient plusieurs autres, bah, on voit tout, mais en fait, après, il va redescendre. Par exemple, il va aller rechoper la member expression, puis après, il va redescendre au niveau des identifieurs. Donc en fait, il va nous redonner chaque bloc. Et on va pouvoir, typiquement, moi, c'est ce que je faisais, par exemple, juste au-dessus, c'est de dire, bah, à chaque fois que j'ai un bloc de type identifieur, bah, je vais rajouter le nom de l'identifieur dans un set et voir, du coup, à la fin, typiquement, si je réexécute mon code, voilà, en gros, tous les identifieurs qu'il aura détectés dans le code. Donc là, bon, il me sort quand même beaucoup de choses parce que dans les identifieurs, il y a aussi, bah, dans les member expression, il y a le console.log, etc. Mais voilà, il va me sortir A, C, X, Y, symbole, par exemple. C'est vrai que symbole, tu vois, c'est le genre de truc où tu te dis, c'est un identifieur, symbole. Je pense que je m'étais fait aussi cette réflexion quand j'avais vu le truc. Je me suis dit, ah, tu vois, je m'y attendais pas. Je pensais que ça aurait, peut-être au niveau de l'AST, ça serait ressorti différemment, mais tu vois, c'est des choses qu'on apprend aussi. Euh, et donc voilà, et donc ça nous permet bah, relativement simplement ou par des codes assez simples, tu vois, d'aller choper des informations dans notre programme sans réinventer la roue, quoi. Bah, je sais pas si tu avais quelque chose à dire spécifiquement sur ça. Non, mais c'est vrai que c'est là où c'est intéressant de jouer, encore une fois, hein, avec la sortie un peu de l'AST qui est générée. Hmm. C'est de voir un petit peu des fois des choses qu'on prend pour acquis en fait au niveau du langage et puis au final qui vont être représentées d'une manière très différente. Et donc ça ouvre des perspectives sur la compréhension du code en lui-même, de se rapprocher vraiment de ces spécifications-là, de la façon avec laquelle le programme va être exprimé en fait tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est de vraiment, là, dans un premier temps, réfléchir en deux étapes, c'est-à-dire avoir cette étape de parsing, donc l'AST qui va être généré. Et comme le disait Thomas après, ça va être l'étape de walk. Donc c'est là où on va pouvoir traverser toute notre structure qui a été générée et pouvoir le faire de manière automatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin
de gérer le parcours en fait de tout notre arbre avec les parents, des parents, sur un très gros programme, ça va être très compliqué de le faire seul. Et donc globalement, là, ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi qu'en quelques lignes de code, on arrive déjà à générer en fait l'AST et à être en capacité de l'exploiter. Et Ouais. ça grâce à des libs, mais en fait, c'est vrai qu'il y a la partie très intéressante où ça peut être bénéfique pour tous de recoder un lexeur ou un parseur dans sa globalité à but vraiment ludique. Mais après, Sportif, l'idée, ouais, c'est aussi de ça, se dire que typiquement, on pourrait très difficilement couvrir tous les cas comme les outils le font déjà. Donc, dans ouais, un bah premier ouais. temps, c'est d'avoir cette approche-là et ensuite de switcher sur quelque chose qui couvre. Ouais, voilà, comme tu le montres, Meria, ça 99 000 unit tests, je dis, faut se lever tôt le matin, les gars. Genre, vous avez du taf. ça montre enfin, toute la complexité de vérification de l'expression de l'AST, etc. Bon, pour ça, mieux vaut utiliser Meria en général ou Acorn ou d'autres types de parseurs quand vous avez envie de vraiment parser un programme très complet et très diversifié en termes de syntaxe. Vous aurez moins de surprises. Mais voilà, c'est intéressant de voir qu'en très peu de lignes de code, on est capable de générer en fait la représentation à partir du programme et d'être en capacité de naviguer à travers cette représentation et de faire à peu près ce qu'on veut. Et je pense que moi, ça a été déjà une première étape en fait dans le processus de démystification de toute cette partie-là. En fait, on se dit, ok, comment ESLint, comment TypeScript fonctionne, comment tous ces outils qu'on utilise en fait nous permettent dans notre process de développement en fait, comment nous facilite la vie sur, ok, t'as fait une erreur là, attends, je te simplifie la vie, je te retire des espaces, etc. Et en fait, c'est là où on se dit, d'accord, bah, c'est comme ça que ça marche, tout simplement, ça passe par une analyse et ensuite derrière du travail de transformation. Et donc ça aide à la compréhension en fait générale de comment la majorité des outils fonctionnent en fait. Euh, Mais là, du coup, je montrais un petit peu une lib aussi qui s'appelle Astring. Et ça, vous pouvez typiquement l'utiliser en combinaison aussi avec Meria. Typiquement, si vous voulez transformer un code, vous transformez un AST et vous réutilisez Astring. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre votre AST et va vous régénérer du JavaScript. Ça peut même être intéressant. Moi, tu vois, je l'ai utilisé aussi dans des outils où, où en fait, je voulais générer du code, mais de manière un peu dynamique. C'est-à-dire que c'est la personne qui choisit dans une command line où il dit bah, moi j'aimerais bien tel plugin, telle chose, et vous pouvez éventuellement utiliser Astring pour vous, en fonction des choix de l'utilisateur, vous injecter les bonnes configurations AST et boum, à la fin ça vous génère votre code, tu vois. Et vous n'êtes pas dans ce délire de ouais, je combine des strings entre elles, enfin, tu vois, tu te fais un truc qui peut devenir beaucoup plus dur à gérer en termes de flexibilité. Et moi, c'était un des sujets, tu sais, c'était un peu pour ça que je m'étais lancé un petit peu aussi dans les AST, c'était Slim.io, parce que j'avais des besoins un petit peu plus poussés comme ça de génération dynamique. Et j'étais rentré un petit peu dans tous ces sujets-là. Donc Astring, très très intéressant comme lib. Je vous conseille aussi éventuellement de creuser. Enfin, ça peut être quelque chose qui vous intéresse du coup si tous ces sujets-là, ça vous parle quoi un petit peu. Enfin, en tout cas, si vous avez des idées de projets ou des choses, ça peut être sympa. Par contre, je crois, bon, des fois, il y a un peu des galères, tu sais, en fonction de si tu fais du TypeScript, pas TypeScript, etc. Bon, tu peux avoir d'autres galères qui se rajoutent en fonction, voilà, si le code que vous générez, ça peut être du pur JS. Généralement, vous avez quand même pas mal de trucs pour TypeScript, des fois. Bon, il y a des libs un peu plus spécifiques ou des fois, ça manque peut-être un peu de lib encore aujourd'hui. Donc voilà, bon, après, il peut y avoir des galères qui se rajoutent en fonction, forcément, si vous voulez générer que du TypeScript tout court, etc., il peut y avoir d'autres trucs, quoi. les- Euh, ouais, tu vois, j'allais te dire, tu vois, comme je t'avais déjà dit, on est déjà pratiquement à 1 heure, on enchaîne pas mal. Euh, du coup, en termes d'exemple aussi un petit peu, donc forcément, nous, on peut parler un petit peu de Scott, qui a un projet que tu as développé. Si tu veux, tu peux présenter un petit peu déjà qu'est-ce que c'est que Scott, à quoi ça sert. Bon, j'ai le graphe ici, Ouais, ouais, bah, j'ai... ça peut être bien. Avec l'exemple, ça illustrera. Parce que sinon, on va parler encore de graphes et d'arbres. C'est ça, les gens vont devenir fous, ils vont dire non, pas encore. Mais en fait, très simplement, donc Scott, c'est un outil d'analyse statique. Et typiquement, le but de Scott, le but initial en tout cas, c'était simplement de reconstruire votre graphe, en fait, le graphe de dépendance de votre projet. Donc typiquement, de reconstituer tous les imports que vous allez avoir entre tous les fichiers de votre projet et être en capacité d'avoir une vue un petit peu globale sur
globalement, est-ce que votre architecture du projet correspond à ce que vous avez dans la tête, ou alors est-ce que vous avez des morceaux de code qui vont apporter des choses que vous ne devriez pas? Et donc typiquement, en fait, avec cette visualisation au final très user-friendly d'un graphe, on se rend compte de ce que notre code va avoir comme dépendance à un instant T. Et typiquement, ça va être aussi les librairies third party, donc NPM qu'on va importer. Donc comme on le voit là sur l'image, en utilisant cette analyse statique-là, on va être capable de déterminer, d'accord, ce fichier-là, il utilise telle dépendance. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de parser en fait et d'interpréter tous les import statements. Donc, typiquement, quand vous faites un import everything as, par exemple, je sais pas, Fastify depuis Fastify, en fait, ce code va être en capacité de comprendre qu'en fait c'est un import statement et que celui-ci fait référence à une librairie NPM. Et donc, on va être ensuite en capacité de dire, voilà, attention, là, tu utilises peut-être dans ton projet, tu utilises 150 dépendances. Et ça, en fait, on est en capacité de le déduire statiquement. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'avoir cette faculté de déduire énormément de choses à partir juste du code. C'est-à-dire de manière totalement statique, sans devoir exécuter le code, on arrive à comprendre en fait notre structure de code, avec quelle dépendance il interagit, est-ce qu'il utilise des dépendances built-in Node, est-ce qu'il utilise des Et, dépendances built-in du browser par et, exemple. Ça, on peut le et, déterminer statiquement. et du coup, pour les gens, effectivement, parce que bon, après, les gens vont se poser la question, du coup, le lien avec les AST, du coup, dans tout ça, c'est qu'effectivement, du coup, Antoine, dans son outil, et comme JSX-Ray que je vais vous présenter, c'est exactement le même cas d'usage, c'est que toutes ces informations, comment il les détecte, c'est en analysant les arbres en fait des fichiers JavaScript. Il va regarder les imports, les choses comme ça, et faire donc le lien avec les autres dans les autres fichiers. Putain, je vulgarise quand même vachement simplement parce qu'évidemment dans la technique il y a plein de trucs autour, il y a plein de façons, dans la façon que c'est fait, etc., les algorithmes, etc. Mais en tout cas, il va utiliser effectivement cet AST pour trouver en fait tous les imports, toutes les choses comme ça. Éventuellement, peut-être des choses que j'ai manquées aussi dans ce que tu fais. Mais je pense que globalement, c'est le gros de. En tout cas, dans ton outil, c'est le gros de euh, ce qui est utile au niveau de l'analyse, quoi. Yes, et en plus, enfin, t'as totalement raison de vulgariser parce qu'en fait, si on veut même encore vulgariser plus que ça, c'est-à-dire Scott est l'exemple qu'on peut construire des outils assez puissants en utilisant peut-être 2%, même pas 2%, Ouais. même 1% de la spec en fait, ES3, parce que globalement, la seule chose, comme tu le disais, que je vais utiliser, ça va être en gros, les modules declarations, donc typiquement les imports, les require, etc. Bon, après avec Node, on a quand même, ça va être la complexité, ça va être entre les différents modules Ouais, système, ça va être, effectivement. ça va être ça surtout qui va être chiant. Mais globalement, en fait, je me base uniquement sur quelques propriétés en fait de la spécification qui vont tout le temps être les mêmes avec des variantes un petit peu différentes. Par exemple, si tu fais un import everything as, donc en utilisant le star, tu vas voir qu'en fait c'est une représentation qui va être différente. Et donc là, tu vois que tu utilises. L'import euh, spécifier, en fait. ouais, en fait, tu vois que tu as une subtilité dans la façon d'importer, mais que globalement, Scott utilise uniquement une partie très infime de toute la spécification ES3. Et en fait, on peut faire énormément de choses en se focalisant sur des éléments très précis du langage, quoi. Et c'est ça qui est aussi intéressant de comprendre, c'est que typiquement un outil comme ça, enfin, je vais pas utiliser toute la syntaxe, toute la grammaire qui existe dans la spécification, mais uniquement un subset vraiment très réduit de tout ça. Et on peut déjà s'amuser et faire pas mal de choses avec, T'as- rien qu'en ayant les J'allais imports. dire, t'as 10% de code pour les imports et après on passe à CommonJS avec Require où là ça devient l'enfer. C'est ça, c'est ça. Bon, ça, C'est tout le fun du truc, c'est Require, c'est là où les problèmes résident. Mais effectivement, mais ouais, effectivement, comme tu dis, effectivement, on peut faire quelque chose de très puissant alors qu'effectivement, finalement, toi, tu regardes très, 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 très peu de choses en fait, comparé peut-être justement à JSX-Ray sur notre exact. secure où là, on va quand même avoir, en fait, on va chercher plein, plein, plein de patterns et plein de choses dans le code. Donc, typiquement, dans les exemples qu'on donne, c'est aussi là aller analyser et tracer de manière encore peut-être plus profonde que toi, puisque nous, on cherche éventuellement des exécutions malicieuses, des gars qui essayent de nous la mettre en travers.
Ce qui est peut-être un peu moins le cas dans ton cas. Enfin, je veux dire, en tout cas, bon, après, c'est toi, tu peux rien si les mecs, ils essayent de faire des trucs malicieux, tu vois. Mais effectivement, on a bah, tout un tas d'analyses pour essayer de trouver bah, des algorithmes qui vont être faits, par exemple, sur la crypto ou des choses comme ça. Et, euh, et donc, JS Ray, effectivement, bah là, ouais, on exploite beaucoup plus. Quand on descend, effectivement, on peut regarder. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle un petit peu tous les probes et vous allez retrouver bah, justement un petit peu ces noms que vous retrouvez dans l'aspect S3 ou de manière générale dans les AST comme IsLiteral, etc. Et, euh, et là, là-dedans, bah, on va pour le coup bah, vérifier les différents. Enfin, on va vraiment travailler avec différentes valeurs, différentes choses. Enfin, ça va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et on aura quelque chose quand même qui va partir, voilà, notamment, on peut prendre Require pour l'exemple, qui va regarder, il y a vraiment tout un tas de choses à gérer, tout un tas de choses à prendre, mais bon, après, on va pas forcément rentrer dans tous les exemples de code, c'est pas super utile, mais... et moi, typiquement, bah, c'est pareil, tu vois, JSX-Ray, bah, moi, j'ai commencé à bosser sur le sujet, j'étais vraiment débutant, donc comme quoi, enfin, tu vois, c'est un peu comme tout, après, on peut itérer, on peut s'améliorer, on peut devenir meilleur dans ce qu'on fait. Et il n'y a pas nécessité non plus de commencer en étant un king, tu vois, des AST, enfin, d'avoir, je sais pas, tu vois, j'ai pas spécialement fait non plus d'études d'ingénieur outre mesure. Enfin, tu vois, je suis autodidacte. Les choses qu'on apprend, enfin, c'est des choses qui peuvent être apprises aussi de vous-même. Et c'est ça qui est vachement cool aussi dans tout ça, quoi. Du coup, ça vous permet de faire tout un tas de choses que je trouve, après, bon, c'est peut-être pas passionnant pour tout le monde, tu vois, mais moi, je trouve ça vachement passionnant, ce côté-là, analyse du langage. Enfin, tu vois, ça nous ouvre vraiment tout un tas d'opportunités en termes d'outils qu'on peut coder, etc. Et surtout des choses qui sont utiles aux développeurs, parce que forcément, nous, chez Node Secure, enfin, en tout cas, dans les projets open source qu'on fait, pas que Node Secure, mais tout ce qui va autour, bah, c'est vrai qu'entre nous tous, on est un peu tous un peu motivés par le côté bah, créer des outils pour les développeurs, enfin, créer des outils peut-être de manière plus générale qui vont apporter de la valeur aux gens. Et donc ça, c'est vrai que c'est quand même une des portes qui permet de faire pas mal de trucs, quoi. Et donc, Mm. bah, c'est vachement cool, quoi. Yes. Et je pense que c'est un très bon exemple, en fait, aussi, ces deux outils, dans le sens où ça montre qu'il y a il y a énormément de cas d'utilisation différents pour une même structure, en fait. Ouais. Et le point que j'évoquais tout à l'heure avec le fait que ce soit une structure intermédiaire qui a pas souvent vocation à être utilisée directement, en fait, c'est faux dans le cas où votre outil, c'est un outil d'analyse statique qui est par exemple le cas de Scott ou le cas de JSX-Ray, dans lequel en fait l'AST est votre représentation que vous allez utiliser, que vous allez consommer. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de comprendre qu'à partir juste de cette représentation-là, vous êtes en capacité statiquement, c'est-à-dire sans devoir exécuter le programme, d'avoir une compréhension vraiment très poussée et très, très globale de comment votre code va potentiellement agir, anticiper plein de choses, anticiper des problématiques, etc. Et donc je pense que c'est des très bons exemples parce que derrière, ça montre aussi comment une analyse statique, donc typiquement TypeScript ou ESLint, ce genre de choses, vont utiliser juste votre code sans utiliser d'interpréteur derrière pour déterminer, OK, les choses qui vont pas, les choses qui sont correctes, qui sont pas correctes. Et donc, l'AST est déjà en quelque sorte, euh, pour les outils d'analyse statique, une finalité, mais c'est pas une finalité en soi, dans le sens où ça a la possibilité d'être encore transformé et d'être encore exploité de diverses manières après. Mais ça peut déjà être exploité en tant que tel. Euh, et par exemple, dans le cas de TypeScript, à partir du moment où vous avez votre AST, vous êtes en capacité de générer derrière du JavaScript. Et donc c'est là où ça va être un cas un petit peu différent, mais ça fait partie des cas d'utilisation qu'on va retrouver grâce aux AST. Euh, t'es en train de review tout le code là, c'est ça? Exactement. Ça va pas d'ailleurs, Antoine, hein. Non, mais ouais, je switch un peu les scènes aussi pour montrer un peu aux gens. Enfin, je switch entre ma caméra et un peu de code, comme ça les gens peuvent voir aussi un petit peu. Après, sur cette partie, en fait, enfin, si tu as envie de regarder la partie spécifique vraiment à l'AST, ça va être vraiment dans Modules, qui est dans le folder que tu as juste au-dessus. Parce qu'en fait, typiquement, Scott ne fait pas que l'utilisation de l'AST, qui est au final une partie très infime du code, comme on le disait juste avant.
Et typiquement, quand on va regarder tout ce qui est Walker, on va avoir la différence entre, par exemple, JavaScript et TypeScript. Et on peut déjà montrer, en fait, entre JavaScript et TypeScript qu'on utilise des parseurs différents parce que TypeScript n'a pas la même représentation. On va pas chercher les mêmes informations que pour JavaScript. Et donc, typiquement, dès qu'on va être sur un fichier JavaScript, on va avoir envie d'utiliser un parseur spécifique. Donc, typiquement, Meria. Et dans le cas où ça va être un fichier TypeScript, on va avoir envie d'utiliser un parseur qui sait lire TypeScript. Ouais, ouais. Et c'est en ce sens en fait que derrière, on a, on a cette diversité en termes de langage et de parseurs, c'est que globalement, à chaque langage va être associé un parseur et potentiellement à chaque langage va être associé un AST puisque l'AST sera plus ou moins différent et aura une structure adaptée en fait à la grammaire en fait du langage. Typiquement, l'AST de TypeScript et l'AST de JavaScript, ils vont pas être pareils, puisque TypeScript, on a de l'information statique en plus au niveau des types, etc., qui vont être enfin qu'on va avoir besoin de représenter en fait dans l'AST, qu'on a potentiellement pas envie de faire au niveau JavaScript, qui arrivera peut-être un jour directement dans JavaScript. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Et donc, typiquement, que vous ayez JavaScript, Rust, Python, Go, ce genre de choses, tous vont avoir leur représentation qui leur convient et qui est adéquate vis-à-vis du langage en lui-même. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez juste besoin d'attraper un parseur qui convient, en fait, qui est capable de gérer en fait le code que vous allez lui fournir en entrée. Et à partir de ce moment-là, bah, vous pouvez naviguer l'arbre et vous pouvez faire ce que vous voulez à peu près avec. Donc ce qui est intéressant là, c'est par exemple qu'on peut voir que là, en général, l'outil gère et JavaScript et TypeScript en même temps. Donc on a le besoin de switcher entre typiquement qu'est-ce qu'on a envie de faire avec les spécificités Ouais. TypeScript et qu'est-ce qu'on a envie de faire avec les spécificités JavaScript. Parce qu'en fait, sémantiquement, on va avoir des différences. Et donc on a besoin potentiellement d'avoir un interpréteur bah, qui fait des choses, par exemple, différentes, tout simplement en fait. Euh, Très De toute façon, simplement, là que ça. c'était cool parce que je pense que j'ai montré de toute façon l'essentiel en passant à travers les fichiers, mais on a vu à peu près bah, du walk, le JS, le TypeScript et on avait vu donc le module déclaration où tu fais un tas de vérifications, etc. Donc là où tu vérifies bien tes nœuds avec les types, etc. Et donc là, pareil, le fait que bon, toi, tu as JavaScript et TypeScript, c'est donc les deux respectent l'aspect ES3, donc ça te permet aussi d'avoir quand même les mêmes codes, on va dire, en termes de vérification de type, etc. Parce que sinon, ce serait quand même plus compliqué, ça t'obligerait d'avoir plus de code. Et donc, c'est là où on disait aussi au début, bah, c'est quand même important d'avoir des specs comme ES3 bah, pour s'éviter quand même des grosses galères dans nos outils. Ça serait quand même beaucoup plus chiant à développer, quoi. Yes. Mais Et bon, je pense qu'on a vu l'essentiel, c'est cool, hein. De toute façon, après, les gens peuvent éventuellement aller revoir. Enfin, si tout ça les intéresse, ils peuvent aller creuser un petit peu de même. Il y a pas mal de choses à aller creuser dans ces deux projets-là, quoi. yes. De toute façon, là, on va plus ou moins terminer. On est bientôt presque à 1h10, donc je trouve ça déjà vachement pas mal. Je trouve que ça a été cool, hein. On a réussi à quand même aborder vraiment un tas de choses et à amener une vision, une expérience que je kiffe bien. Je pense que ça va être grave utile à pas mal de monde. Je sais pas si peut-être que les gens là présents ont peut-être vite fait quelques questions, quelques trucs, peut-être même des sujets plus généraux, peut-être qu'ils veulent enfin voilà, discuter. N'hésitez pas. Non, ils sont. Tu vois, c'est. Allez, je m'en fais. Vas-y. Il faut bien qu'il y en a un qui commence. Bah, salut tout le monde. Moi, ma question, elle va être un petit peu plus, disons, être du recul. Dans votre vie tous les jours de développeur, qu'est-ce que l'utilisation et la connaissance des AST vous apporte ou vous a apporté? Ce que j'entends par là, c'est que peut-être que ça vous aide pour répondre à des problématiques, à des features, ou je ne sais quoi. Je vais arrêter juste. Je pense que je vais arrêter ma partage du coup. Je vais juste partager les gens sur Discord de mon côté. Voilà. Vas-y Antoine, t'allais dire t'allais te lancer là. Vas-y, fais-toi plaisir. La première chose, c'est que au quotidien, tu te sens plus puissant en fait. Non, mais c'est que globalement, en fait,
t'as une meilleure compréhension de la syntaxe du langage, de comment il va fonctionner. Et donc typiquement, en fait, au quotidien, dans la manière d'écrire du code, je vais pas dire que ça m'aide en fait à écrire du code, mais simplement quand tu as besoin d'utiliser un outil pour moi en toute maîtrise, c'est-à-dire que tu es pratiquement obligé en fait d'avoir une connaissance à minima du fonctionnement derrière d'un AST, d'un parseur, etc. Ne serait-ce que pour utiliser les bons outils, utiliser la bonne syntaxe en fait dans le code que tu vas exprimer. Et après, je pense que ça rentre aussi dans le scope un peu plus général, qui est la compréhension un petit peu nécessaire de comment l'outil que tu vas utiliser, qui est un langage de programmation, va être interprété, peut être interprété. Donc ça, pour moi, en fait, ça tire des sujets qui sont un peu plus généraux que ça. C'est-à-dire plutôt que dans une vie quotidienne de développement, c'est, je pense, dans une culture du software engineering un peu plus globale de comment tous ces outils-là vont fonctionner, ça va t'apporter énormément. Parce que comme le disait Thomas, en fait, même par exemple au niveau de Node, tu vas avoir toute la partie V8 où tu as ton interpréteur, etc. d'AST. En fait, quand tu as compris comment ce principe-là fonctionnait entre un parseur et ensuite la génération de l'AST et que cet AST-là peut être utilisé pour transformer vers des targets infinis, en fait, tu comprends énormément de choses sur toute la toolchain en fait que tu vas utiliser qui commence en fait dans ton IDE et qui finit en production. Et typiquement, ça va t'apporter en fait une compréhension beaucoup plus globale de comment ton code qui au final est simplement un fichier texte avec un .js à la fin ou un .ts à la fin avec du syntax coloring, mais fondamentalement c'est du fichier texte et comment ce fichier texte là finit dans un V8 et finit ensuite par générer du bytecode quoi. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est d'avoir cette faculté à appliquer en fait ce qu'on vient de voir en termes de parsing et d'AST pour fondamentalement tous les écosystèmes, tous les langages de programmation et la compréhension de comment tout ça va fonctionner en fait. Typiquement, pareil avec l'écosystème Java, avec Scala, comment la JVM en fait va interpréter le code. En fait, ça passe d'abord par des AST, ensuite tu vas avoir l'interprétation justement de la représentation de ton code. Tu prends n'importe quel type d'écosystème, ça va être exactement le même procédé à chaque fois. Et c'est surtout en ça que ça apporte, je pense, c'est la compréhension globale de comment fonctionnent les outils qu'on utilise au quotidien. Donc je dirais que c'est plus culturel avant tout, quoi. Plutôt que vraiment apporter. Ça va pas. Si tu commences à utiliser des AST, demain tu produiras pas du meilleur code forcément, tu vois. Il y a pas de corrélation directe. Mais je pense que ça fera de toi un meilleur développeur parce que tu seras en connaissance de cause et encore plus en connaissance de cause de l'outil que tu utilises en fait. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, si, c'est bon. J'allais dire mon micro déconne sur la Discord. Mais du coup, ouais, un point que je rajouterais, parce que bon, là, il a quand même dit, il a fait 90% Antoine. Mais un point, ce que ça apporte aussi, tu as typiquement au boulot, en train de bosser sur des outils. Je pense que maîtriser ces aspects-là, ça te permet de réfléchir à des outils et à des choses qui vont vraiment catapulter la DX, donc la développeur expérience, en créant des outils qui sont parfois ultra simples. Bah là, de toute façon, d'ailleurs, on le disait, tu vois, avec Antoine, Scott, etc. Finalement, ça se base sur des principes qui sont quand même relativement simples. Il n'y a pas besoin, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans d'XP, etc. pour le faire. Et ça te permet de créer des petits outils, des petites choses qui vont être vraiment super utiles, quoi. Et quand je dis vraiment catapulter ta DX, ça va te permettre de faire des fois des trucs de dingue. Et nous, au boulot, dernièrement, on réfléchissait, bah, tu vois, typiquement, peut-être un système de synchro entre notre base de données et notre ORM local. Bah, il suffit de faire une API de comparaison. Et typiquement, quand on a la comparaison, bah, on pourrait se dire, bah, viens, on va modifier l'AST, on va réécrire dynamiquement le code, ou des choses comme ça. Et c'est des chantiers qui peuvent te faire un peu peur quand tu n'as jamais vécu le truc. Mais tu vois, typiquement, moi qui joue beaucoup avec des AST, bah, du coup, là, je me dis, bah non, en fait, c'est un truc, vas-y, ça peut se faire, c'est pas si compliqué que ça. Et t'as un peu cet effet waouh, tu vois. Les gens se disent, waouh, vous êtes des cadors, vous faites des trucs de fou, tu vois. Et en fait, t'es en mode, non, bah en fait, c'est pas si dingue que ça, en fait, finalement, quoi. Les gens en ont beaucoup peur, ils le voient de loin, ils se disent, ouais,
c'est un truc de taré, tu vois. Et en fait, pas du tout. Et ça te permet, du coup, tu vois, en tant que développeur, bah, du coup, ouais, je pense, enfin, ce côté DX, etc., ça peut vraiment t'apporter des idées d'outils, etc., et qui sont des fois pas du tout des gros trucs du tout, quoi. Donc, bah, ça peut être vachement cool, quoi. Et tu vois, pour prendre une autre idée d'outil, tu vois, un truc au hasard, j'avais fait à un moment donné, j'avais bossé un petit peu sur, parce que je faisais du DDD avec l'Ubiquitous Language, etc. Et je m'étais fait un petit script justement AST qui me ressortait, tu vois, tous les identifieurs, les noms de classe, etc. Et comme ça, je faisais un classement de voir, par exemple, peut-être qu'on avait utilisé trois mots-clés différents pour la même chose et qu'on avait utilisé un 80% du temps, l'autre 10% du temps et le troisième 10% du temps aussi, tu vois. Et donc, du coup, c'était un truc bidon, tu vois. J'ai fait ça en 2 heures, je crois, de code. J'ai pondu un truc ça le soir, là, je savais pas quoi foutre. J'ai fait ça, j'avais une idée dans la tête. Et tu vois, j'ai fait ça, tu vois, et c'est vachement cool aussi, éventuellement, quand tu recherches bah, à améliorer du vocabulaire dans le code, à trouver des choses. Bon, après, nul doute qu'il existe probablement des outils qui le font plus ou moins, mais bon, moi, j'avais envie de me faire un kiff et développer un petit truc. Et tu vois, en 2 heures, bah, j'ai développé ça, et c'était totalement nul comme outil, on va pas se mentir, mais ça illustre bien le propos, tu vois, que t'as pas besoin non plus d'une équipe d'ingénieurs de 5 mecs et de 40 jours pour développer un truc. En fait, des fois, ça peut être un simple prototype qui va t'amener beaucoup de valeur et ça te débloque du coup un tas d'opportunités, voilà, de faire des outils. Voilà. Je pense qu'on a bien répondu à ta question. D'accord, bah merci, ouais, totalement. Bah, du coup, vas-y, tu peux enchaîner sur la seconde, Vincent. Il va nous dire, ah non, voilà, c'est bon, j'en ai plus. Là, j'en ai plus qui me viennent de tout de suite. Ok. Est-ce que les autres ont peut-être des questions aussi? Parce que sinon, je pense qu'on est bon, on est bon pour ce soir. Ça va, vous avez, j'allais dire, on va demander aussi David, tout ça. Qu'est-ce que vous avez, enfin, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça va, t'es pas mort, t'es encore vivant. Ouais, vivant, ouais. Mais ouais, chez moi, je découvre complètement, hein. D'accord. Donc j'en avais déjà entendu parler forcément parce que j'avais regardé la bibliothèque JSRay et GXRay, du coup, ce qu'elle faisait et tout, etc. Hmm. Mais je savais vraiment pas comment ça marchait. Je m'attendais pas, si tu veux, à ce flux de données autant énorme pour Ouais. genre si peu de code, tu vois, en fait, si tu veux. Et voilà quoi. Ouais, non, Donc mais c'est bien d'avoir, tu vois, justement, parce que ce que je disais tout à l'heure, effectivement, ça surprend toujours, en fait, quand tu commences le truc, tu te dis, ouais, grave. waouh, c'est un truc de dingue, en fait, et c'est vrai que tu t'y attends, mais vraiment pas, hein. Tu as un petit code et tu vois les gros gisons, tu fais, mais waouh, et c'est vrai que c'est un truc qui est impressionnant, c'est vraiment très impressionnant, c'est pour ça que j'en reparle à chaque fois, parce que bah, moi, je me souviens effectivement toujours de ces premiers feelings quand j'ai aussi commencé ces trucs-là. Et que, effectivement, bah, là, pour le coup, tu connais pas forcément les outils. Enfin, tu vois si tu commences que personne t'a recommandé, bah, tu es un peu de toi-même là-dessus et tu te dis, bah, comment je travaille avec ça, tu vois. Et bon, bah, il faut. Et c'est pour ça que c'est cool qu'il y ait des gens comme nous qui font, je pense, des trucs comme ça, parce que bah, ça permet aussi Ouais, de donner carrément. aux gens, tu vois, des pistes s'ils veulent s'intéresser à ça, quoi. Exactement, Euh, parce que se plonger dans des trucs comme ça tout seul, c'est toujours assez intimidant, tu vois? Et puis il y a moyen de te perdre mm. vite fait sans que tu sois guidé ou quoi que ce soit, quoi. Yep, yep. Il y a Fabrice qui nous dit les AST, c'est encore abstrait pour moi, mais c'est normal, c'est chaque chose en son temps aussi, hein, ça demande au fur et à mesure, tu y arriveras. Sofiane, Pierre, est-ce que ça va? Ça va normalement, c'est pas non plus que trop des notions que vous découvrez. Bah, personnellement, je découvre concrètement ce que c'est. Et Ouais. ouais, ça me donne des idées. Il faudrait que je teste des trucs pour voir les limites. Mais là, pour l'instant, forcément, comme je découvre, je peux pas trop, enfin, j'ai pas trop d'interrogations. Mais Hmm. je pense que je reviendrai assez rapidement sur ce sujet. Ok. Passing une issue tout de suite. Et toi, Pierre, bon, Pierre, Pierre, du coup, il avait déjà un peu bossé. Enfin, il nous a fait on a fait, du coup, la dernière fois en pair prog, une petite PR sur JSX Ray.
Donc, je pense que Pierre, il s'est déjà un peu stressé à creuser le sujet. J'avais un peu pensé le sujet il y a quelques mois. J'avais essayé de. Enfin, j'avais regardé une issue dans le S3 Ouais, et euh, ouais, j'avais carrément. vraiment trop. Et ouais, non, c'est vraiment un sujet, on peut aller tellement loin avec. C'est hyper Hmm. passionnant. Ouais, clairement. Ok, nickel. Bah, merci Antoine, c'était cool. Ça faisait un... j'allais dire, ça fait un moment qu'on essaye de l'organiser celui-là, mais entre les vacances, les machins, le truc, le bidule, on a redécalé de 2 mois. Mais franchement, c'était vachement cool. Bah, merci à toi de m'avoir reçu, ouais. C'était avec plaisir. Et ok, et merci YouTube, ça fait déjà 1h20, donc ils ont déjà de quoi s'amuser. Et voilà, et je vous redonnerai des infos sur les réseaux, sur comment éventuellement je transforme ça et qu'est-ce que j'adapte pour essayer voilà, d'avoir peut-être quelque chose d'un peu mieux. Euh, mais voilà, je vous en reparlerai plus tard. Ciao YouTube!